Bien, alors je vous propose de repartir. Alors vous avez eu beaucoup d'informations techniques qui vous ont été données par Christophe. Maintenant, la question que vous pouvez... J'essaye de me mettre à votre place. Et la question que vous pouvez vous poser, qu'est-ce que je fais? J'achète une machine, je teste? Pas tellement cher. Donc ce que je vous propose, c'est de voir comment vous pouvez... au sein du Grand Est, d'ailleurs, quels sont ceux qui sont du Grand Est? Grand Est. Ah ben voilà, très bien. OK. Angers? Ben voilà, ben c'est bien. On a toute la France. Une bonne partie de la France, en tous les cas. Donc sur le Grand Est, qu'est-ce qu'on peut trouver en termes de manière de fabrication additive? C'est ce que je vais... Je dis bien essayer, parce que je n'ai pas la prétention d'être exhaustif sur les capacités de la région Grand Est en termes de fabrication additive. Néanmoins, c'est quels sont les centres de compétences et quelles sont les technologies que vous allez pouvoir rencontrer. Donc ça va être une dizaine de minutes sur comment se structure. Ça, je passe, on en a suffisamment parlé. Bon, qu'est-ce qu'on va rencontrer sur le Grand Est en termes de plateforme, essentiellement en termes de plateforme? Vous avez par exemple sur la région de Charleville-Mézières une plateforme qui s'appelle Platinum 3D. Donc on a vu ce qui nous a été présenté précédemment, c'est qu'en gros, vous avez les technologies lit de poudre. On est dans le métallique, hein, attention, on se limite au métallique. Vous avez les technologies lit de poudre, vous avez les technologies dépôt de matière, dépôt de matière fil, dépôt de matière poudre, sous différentes atmosphères. Vous avez une autre techno dont on n'a pas parlé, qui est une techno, j'allais dire, particulière, qui est une techno qu'on appelle la stratoconception, et dont je dirai quelques mots. Donc voilà, vous allez pouvoir, sur le Grand Est, trouver chez Platinum 3D différentes technologies essentiellement de lit de poudre. C'est comme ça que, personnellement, nous les identifions aujourd'hui sur le secteur. Des technologies qui sont à la fois polymères et à la fois métalliques. Et sur les métalliques, des technologies SLM. Et puis une technologie particulière pour la fabrication de moules ou de noyaux de sable, qui est une machine voxeljet qui permet donc de faire des pièces en lit de sable. Pardon. Voilà. Donc typiquement, c'est le genre de plateforme que vous pouvez être amené à contacter pour faire un tour d'horizon sur des technos existantes qu'on peut trouver par ailleurs chez les constructeurs ou chez des sous-traitants et permettre de défricher les technologies. Alors ce sont des technologies du commerce industriel maîtrisées, packagées de manière à avoir un produit complètement finalisé à la vente. Ensuite, vous avez une autre techno que je trouve intéressante d'un point de vue, on va dire, intellectuel, puisqu'elle attaque la fabrication additive par un biais qui est celui de l'assemblage multicouche. Donc on est toujours dans la fabrication additive, multicouche, métallique. Et donc on va découper en gros des tôles ou les usiner et qu'on va ensuite empiler les unes sur les autres pour reproduire des pièces en 3 dimensions. Ça intéresse principalement l'outillage. On a bien sûr des opérations de post-finition qui sont importantes, hein, puisqu'il va falloir usiner la pièce, la passer éventuellement dans des fours pour faciliter lorsqu'il s'agit d'assemblage par brasage. C'est un procédé qui aujourd'hui est très utilisé dans le domaine non métallique ici. Et par exemple pour le packaging, pour transporter des pièces fragiles. Aujourd'hui, vous avez une société qui fournit des machines pour le secteur du packaging afin de transporter des pièces fragiles de par le monde. Il y a une machine qui est d'ailleurs installée à côté, à Molsheim, chez Messier Bugatti. Vous voyez, on peut découper du bois, on peut découper du carton et on peut découper du métal, bien sûr, avec des outils différents. Après, si je m'intéresse aux technologies DED, Direct Energy Deposition, on vous a parlé également, on vous a parlé un peu du fil,
Donc le fil qu'on va pouvoir trouver à l'Institut de soudure. On vous a parlé également des poudres. Donc vous voyez quand on parle de pièces de très grande dimension, bon, Didier en parlera plus en détail tout à l'heure sur cette technologie-là. On est capable de déposer de très grandes quantités de matière, bien sûr sur des process qui sont longs. Mais on s'approche d'applications industrielles très concrètes en ce qui concerne le dépôt de poudre. Et puis, une partie vraiment industrielle qui a été mise en œuvre par BIM, qui concerne la réparation de pièces aéronautiques. Donc, on contribue quelque part à réduire les coûts au niveau du transport aérien, puisqu'on va réparer des pièces qui sont difficilement réparables aujourd'hui par des procédés conventionnels. C'est là aussi où c'est intéressant, c'est-à-dire que vous pouvez venir avec vos pièces existantes que vous fabriquez déjà avec vos procédés conventionnels. Ce n'est pas toujours facile, c'est même très rarement possible de remplacer un procédé classique, amorti, maîtrisé par un procédé de fabrication additive. Par contre, se poser la question dès la conception de la place éventuelle de la fabrication additive dans votre processus, c'est une démarche qui se fait bien sûr de plus en plus et qui est la plus pertinente aujourd'hui et qui donne le plus de chances de réussite, évidemment. Dans ce cas-là, c'était la solution pour réparer ces pièces qui étaient difficilement réparables. À ça s'ajoute le contrôle des pièces. Alors, sur le DED, je dirais que le point d'entrée aujourd'hui, c'est IREPA laser. Hein. Vous allez rencontrer une techno particulière qui est le dépôt de poudre. Maintenant, si d'autres technos sont nécessaires, puisque tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de pouvoir associer ces technos les unes aux autres en termes de dépôt de matière pour apporter la réponse la plus pertinente. Quand on se souvient de ce qui a été dit tout à l'heure, à savoir que le fil fait des dépôts, je caricature, hein, fait des dépôts grossiers, la poudre va permettre de faire des dépôts plus fins, donc en associant ces différents process, on va être en mesure normalement de s'approcher de la meilleure solution technico-économique. Le contrôle est aussi un élément important, puisque je pense qu'il faut bien insister là-dessus, c'est quand on parle de fabrication additive, on doit parler de chaîne numérique, de la conception de la pièce jusqu'à la validation, jusqu'à son utilisation sur site. Donc tout au long de la fabrication ou de la réalisation de la pièce, nous allons mettre en œuvre un certain nombre d'éléments qui, aujourd'hui, se retrouvent sous le vocable de chaîne numérique, à savoir la création de la pièce, la transformation en langage machine spécifique pour pouvoir la fabriquer, la contrôler en cours de process, la contrôler en fin de process, et même quelquefois la contrôler en usage. Donc voilà, donc la partie, je dirais, contrôle non destructif est un point important concernant la fabrication additive, et c'est une plateforme qu'on va trouver au sein de l'Institut de soudure à Yutz. Regardez un peu ce maillage. Je ne vais pas vous le laisser trop longtemps parce que vous allez le prendre pour argent comptant, et ce n'est qu'une représentation à l'instant T. Hein, donc des fabricants de machines, on en a 2 sur la région Grand Est. Des fabricants de technologies propriétaires, ça c'est important. Ce ne sont pas des technologies que nous sommes allés chercher en Allemagne, aux USA ou ailleurs. Ce sont vraiment des technologies qui ont été développées sur la région Alsace, qui sont sur la base de brevets, qui ont permis vraiment de défricher leur domaine d'application et qui sont aujourd'hui, alors j'allais dire complètement maîtrisées. Non, c'est faux. Ce serait faux de dire qu'elles sont complètement maîtrisées puisqu'elles évoluent constamment. Mais par contre, qui sont maîtrisés par les différents acteurs qui soit les commercialisent, soit les développent, soit continuent à les développer. Et ça, c'est un atout hyper important au niveau de la région Grand Est et au niveau de ce dont vous pouvez bénéficier, vous, en tant qu'industriel, en termes de compétences. Alors, j'ai parlé un peu de ressourcement dans ma présentation du début, quand je vous ai présenté IREPA laser. Je dirais que ce que je vous ai présenté là juste avant, c'est principalement sur l'axe technologique. Mettre en œuvre, on est très pragmatique, on a une demande, on la met en œuvre pour des besoins industriels identifiés. Ça nécessite, j'allais dire, un ressourcement permanent, donc de l'innovation, de l'acquisition de compétences
Et d'une manière générale, au sein du Grand Est, on a la chance de pouvoir s'appuyer sur des laboratoires qui nous permettent vraiment d'explorer les futures applications, de prendre des risques par rapport aux applications. On parlait tout à l'heure des poudres. Eh bien, c'est des travaux qui sont aujourd'hui à l'étude pour voir quelles sont les meilleures compositions de poudre, les meilleures granulométries, comment peut-on associer ces différentes poudres pour obtenir des objets qui, à la fin, puissent résister, par exemple, à de très hautes températures, etc., etc., etc. Et puis, un aspect qu'on a légèrement abordé, qui sont les problèmes de sécurité. Comment faire en sorte que ces poudres puissent ne pas venir altérer la santé des opérateurs ou des utilisateurs? C'est aussi des questions qu'on se pose. Voilà, et je terminerai par 2 slides, je crois. Voilà, le processus de maturation de la technologie CLAD qui aujourd'hui est industrialisée par la société BIM et dont Vincent nous dira quelques mots tout à l'heure. Donc vous voyez, c'est un cheminement qui est long entre les premiers essais qui ont été menés en 1986 et la création de BIM en 2012 et l'évolution future vers une plateforme hybride de fabrication additive qui sera en prolongement d'IREPA Laser et qui sera menée en partenariat avec les acteurs régionaux, toujours dans le domaine des métalliques, le but étant, sur un même site, d'avoir plusieurs technologies pour répondre à ces fameux enjeux industriels du futur. Si on regarde de manière plus schématique les compétences que l'on va pouvoir trouver en Grand Est, donc vous avez un aspect matériaux, métalliques, non métalliques, donc avec les 2 instituts Carnot, j'en ai oublié un, Institut Carnot MICA et Institut Carnot ICL, sur la partie plus amont, développement des matériaux et développement de process nouveaux. Vous avez MetaFench qui est la structure, enfin MetaFench IRT, qui va permettre à terme de bénéficier d'atomisation de poudre. Donc on parlait de l'approvisionnement des poudres, donc de développement de poudres particulières ou même classiques. Vous avez un acteur comme Mikado qui lui travaille plus sur la chaîne numérique, hein, donc de la conception jusqu'à la fabrication de la pièce. Vous avez le CIRTES, on en a parlé tout à l'heure, donc tout ce qui est après développement des procédés, et ça c'est vraiment une des forces sur le territoire, avec l'Institut de soudure qui apporte sa compétence sur les aspects plus contrôle, process et dépôt de fil, arc. Et puis n'oublions pas les post-traitements qui eux sont également importants en fin de fabrication additive, que ce soit au sortir du SLM ou au sortir du CLAD, ou du dépôt de fil ou du dépôt de poudre, et qui vont donc donner toute leur fonctionnalité à la pièce ensuite. Voilà, le CEATEC pour la partie instrumentation, et puis j'ai nommé Materalia parce que je ne pouvais pas le laisser de côté, c'est quand même le pôle matériaux sur le Grand Est qui, lui, a pour mission de faire remonter les demandes industrielles du terrain pour ensuite diffuser auprès des acteurs afin d'apporter une solution qui soit viable. Voilà. Donc si on regarde en termes de plateformes, 3 plateformes, Inori qui est au CIRTES, donc sur la stratoconception, Platinum 3D plus sur on va dire les technologies lead poudre, et puis Alsace 3D, la plateforme d'IREPA Laser, donc qui elle est plus sur les technologie DED, donc Direct Energy Deposition, hein, où on va trouver du fil, on va trouver de la poudre et du fil laser, etc. Voilà quelques-uns des partenaires avec qui nous travaillons aujourd'hui. Vous verrez qu'il y a beaucoup d'aéronautique et beaucoup d'énergie. C'est aussi un point important. C'est grâce à ces gens-là que nous avons pu développer la technologie. C'est grâce à la confiance et au risque que ces gens-là ont accepté d'assumer avec nous au départ lorsqu'il a fallu développer le process de construction laser additive directe, qui n'était qu'un concept en 2003. Voilà.
Voilà, merci de votre attention. Des questions, je pourrais y répondre tout à l'heure. Je vous propose de continuer. On va faire un focus sur la technologie CLAD. Alors un focus assez pointu, hein, connaissant Didier. Non. Mais si vous avez des questions en cours de son exposé, n'hésitez pas. Hein, ça. Et je vous invite très sincèrement à aller voir ce qu'on vous a préparé au sein de l'atelier, parce que les ingés là sont vraiment investis pour pouvoir vous présenter des choses intéressantes. Merci. Je t'en prie. Merci. Non, je voudrais Merci Jean-Paul. Après cette introduction. Non, je vous rassure tout de suite, je vais essayer d'être synthétique et puis je vais essayer d'aller assez vite en fait, parce qu'en termes de temps, combien 20 minutes, c'est ça? Oui, c'est vrai. Ok. Dans ce cas, je vais sortir mon téléphone. Regardez. Bien. Ah oui, mais il m'a fait la même chose tout à l'heure. Très curieux. Je pense que là, ça devrait marcher. Très bien. Donc Didier Boisselier, je suis responsable pardon, le micro, d'accord. Je suis responsable de la partie fabrication additive au sein d'IREPA Laser. Et donc je voudrais faire ce focus sur CLAD, que j'ai appelé LMD CLAD pour Laser Metal Deposition CLAD. Donc procédé qu'on a développé au sein d'IREPA Laser durant ces dernières années. Alors, je vais aller très très vite sur les premiers slides, sachant que beaucoup de choses ont déjà été présentées par Christophe. Et je crois que je voudrais surtout essayer de vous présenter ce qu'on peut faire avec ce procédé, quels sont les cas d'application aujourd'hui qu'on peut recenser ou qu'on a développé au sein d'IREPA Laser, pour montrer aussi un peu la différence de ce procédé par rapport à d'autres procédés, comme la fusion sur le lit de poudre ou le procédé faisceau d'électrons dont on a parlé tout à l'heure. Nous, on s'appuie sur notre connaissance, notre expérience dans le domaine du rechargement laser. On a développé cette technologie il y a maintenant une trentaine d'années déjà, et on a breveté une buse. La buse, donc vous la voyez là, elle est un peu différente d'autres buses qu'on peut trouver sur le marché. Et cette buse, elle permet d'injecter de la poudre. C'est les petits grains que vous voyez qui rentrent par là. On a le faisceau laser qui passe au centre, on a un système de jet gazeux sur le côté qui permet de mettre en forme le jet de poudre en sortie de la buse. Et la poudre injectée en sortie de la buse va être fondue par le faisceau laser pour se déposer et former un cordon continu de matière qui va se solidifier très rapidement. Donc ça, c'est utilisé industriellement. Il y a plusieurs, il y a même de nombreuses sociétés qui utilisent ce procédé, notamment pour réparer des pièces qui sont usées en déposant des dépôts très durs. Nous, on est parti de cette technologie et on a essayé de l'optimiser de façon à mieux la maîtriser. La différence entre rechargement et fabrication additive chez nous avec ce procédé, c'est dans le fait qu'en rechargement, on va faire de la surface. Donc, quelque part, on se moque un peu de maîtriser parfaitement la géométrie des cordons qu'on va déposer les uns sur les autres. Tandis qu'en fabrication additive, eh bien, c'est là où, justement, il a fallu qu'on travaille beaucoup pour être capable de maîtriser l'empilement des cordons, comme ça, de façon à pouvoir tenir une géométrie. Ça veut dire que chacun des cordons doit être maîtrisé d'un point de vue géométrique. Et également d'un point de vue thermique, parce qu'on va déposer plein de cordons les uns sur les autres, forcément, si ça s'échauffe de trop, ça risque de s'effondrer. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a déposé ce nom, ce terme, CLAD, pour construction laser additive directe, il y a de ça 10 ans maintenant. Et en fait, on a engagé de gros moyens pour essayer
de passer d'un stade laboratoire à un stade plus industriel. Alors voilà une petite image, une vidéo très très rapide où on voit la buse en train de faire un dépôt, et une petite animation avec la buse dont je vous parlais à l'instant. Et en fait, cette buse existe en différents modèles. On fait des cordons qui sont entre 1 et 3 mm, enfin entre 1 et 2,2 mm pour être très précis. Et on atteint une vitesse de construction de l'ordre de 120 cm3 par heure. On est déjà monté à plus de 200, mais disons, pour être capable de maintenir ou de maîtriser une géométrie, on est plutôt aux alentours des 100 ou 120 cm3 par heure au maximum. On a développé la partie machine. On a développé également la partie soft. Voilà. Et on s'est équipé, d'ailleurs, après avoir fabriqué des machines pour d'autres labos, on s'est équipé de cette machine que vous verrez tout à l'heure. Et en 2012, eh bien, il était temps pour nous de créer une société qui s'appelle BIM, dont un représentant est juste devant moi, Vincent au gilet, et qui vous fera donc une présentation sur les activités de la société BIM juste après mon exposé. L'idée étant que nous, on continue à développer ce procédé basé sur notre connaissance, notre expérience dans le domaine du laser, des matériaux, du soft, etc. Et BIM commercialise la technologie, développe des machines pour répondre à des besoins industriels. Alors, il a déjà été montré tout à l'heure par Christophe, ce tableau, peut-être un peu sous une autre forme. Ça vous donne une liste des matériaux sur lesquels on peut travailler avec ce procédé CLAD. Une liste qui est quand même assez importante, qui provient aussi de notre expérience dans le domaine du rechargement. En rechargement laser, la liste est même légèrement plus grande encore. Je ne vais pas le faire dans le détail, mais ce qu'il faut retenir, évidemment, on a une expérience surtout sur des aciers inox, voilà, 304, 316, APX4, 174PH, etc. Les bases nickel, on a beaucoup travaillé sur des Inco, 718, 625, voire d'autres aussi, comme le 713C qu'on a validé sur des affaires de réparation de pièces aéronautiques. Et puis, on a une grande expérience également au niveau des alliages de titane. Je ne rentre pas trop dans le détail pour les autres matériaux. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Et ça, je crois que c'est une des particularités de notre procédé, c'est très peu de porosité à l'intérieur du dépôt. Alors, on peut avoir des manques de fusion, mais par contre, des porosités pures, comme on peut en voir avec d'autres procédés. J'entendais tout à l'heure des taux de porosité de 1 à 2%, voire même plus avec des procédés de type fusion sur les poudres. Nous, on est bien en dessous de ça. Quand les paramètres sont bien réglés avec un matériau qui est correctement maîtrisé, on est en dessous de ces taux de porosité. Là, vous avez des échantillons en titane qui ont été passés en Tomo. Alors on distingue ici quelques porosités, des porosités maximum 70 microns, qui étaient donc conformes avec les attentes de Airbus hélicoptère. Ensuite, une microstructure très fine qui nous permet d'obtenir d'excellentes caractéristiques mécaniques. Comme vous pouvez le voir sur ce graphe, où on a comparé du forgé, des éléments provenant de fonderie, et puis des éprouvettes réalisées avec notre procédé. Donc on parlait tout à l'heure d'anisotropie, voilà, sens long, sens vertical. On voit des petites différences, mais on voit surtout que la résistance à la traction de ces pièces était meilleure qu'en forgé ou en fonderie. Ça, c'est quand même assez intéressant, et ça vient du fait qu'on a très peu de défauts à l'intérieur, tout en ayant un allongement tout à fait correct. Donc on a très peu de défauts à l'intérieur, on a des structures, des microstructures qui sont très fines, qui nous permettent d'avoir vraiment de très bonnes caractéristiques. Alors, à l'IREPA, côté matériaux, on est tout un ensemble de spécialistes ou d'experts dans différents domaines, dont le domaine des matériaux, que l'on traite depuis très longtemps dans le domaine du soudage, du rechargement, etc. Et c'est la raison pour laquelle on a développé des nouveaux matériaux en utilisant ce procédé CLAD. Alors, on a la chance, avec notre procédé, d'injecter de la poudre à l'intérieur. Il suffit d'injecter 2 poudres différentes, de les mélanger à l'intérieur de la poudre, de les fondre ensemble, de façon à pouvoir les déposer.
Donc ça, c'est quand même une possibilité unique qu'on a avec ce procédé. Ce qui nous a permis, en mélangeant par exemple une matrice nickel-chrome avec des carbures de tungstène, de faire ce genre de structure très intéressante. On est monté jusqu'à des taux de l'ordre de 50% de carbure de tungstène à l'intérieur. Donc, alors non seulement on peut recouvrir une pièce, ça se fait déjà en rechargement, mais là on peut construire des petites pièces très proches des codes finales. Sachant que ça c'est un matériau très 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 difficile à usiner. Et on peut aller encore plus loin. On peut faire ce qu'on appelle des gradients de matériaux, FGM, Functionally Graded Materials. Ça, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler. Alors nous, on a fait des choses. Vous verrez tout à l'heure un échantillon. Donc, alors, soit on mélange, enfin, on part avec un matériau A et on dépose un matériau B dessus. Ça, c'est plus du rechargement ou du dépôt, tout simple. Mais on peut partir d'un matériau A et graduellement mélanger le matériau B à l'intérieur pour terminer 100% B. Ou alors, on peut partir avec un matériau A, faire un gradient avec un matériau C pour refaire un gradient avec un matériau B, sachant que le matériau C est compatible avec B et avec A, mais A n'est pas compatible avec B. Voilà, enfin, on peut s'amuser comme ça et obtenir des choses qui sont très très intéressantes, hein, comme cette pièce que vous verrez tout à l'heure, qui est une pièce, on part avec un alliage de titane ici, un TA6V. Bon, on a construit tout ça en TA6V et on a terminé ici, on a fait 3 couches où on a mis du molybdène à l'intérieur. Et on termine avec 60% de molybdène à l'intérieur. Voilà. Et là, il y a un gros intérêt dans plusieurs domaines d'activité. L'idée étant d'avoir une pièce avec une résistance mécanique structurelle intéressante et un matériau relativement léger, et terminer sur des parties particulières, on va dire en surface, sur des matériaux qui sont résistants à la température. Voilà. Et on peut imaginer beaucoup d'applications comme ça. C'est un exemple d'application, mais on est en train de regarder avec d'autres matériaux, mélanger d'autres matériaux. On a fait de l'inox Invar, on a fait, enfin bref, on a fait un ensemble de matériaux. Ce qui est intéressant, c'est d'un point de vue métallurgique, voir à l'intérieur qu'on va passer graduellement d'un matériau à un autre, mais sans avoir de rupture. On a une continuité métallurgique parfaite à l'intérieur. Bien, je continue. Maintenant, par les applications, je vais vraiment me focaliser sur les applications et commencer par la réparation. La réparation, c'est le domaine où notre procédé est le plus mature aujourd'hui. Alors, Jean-Paul en a déjà touché 2 mots tout à l'heure, donc je vais aller très vite sur ce cas d'application. On a réparé cette pièce. Voilà, c'est une pièce qui tourne à 30 000 tours minute à l'intérieur du moteur, à peu près à cet endroit-là. C'est une pièce à un joint d'étanchéité, c'est un joint labyrinthe en fait, hein, et toutes les lèvres ici s'usent très légèrement. C'est une pièce qui est réparée par la société Chromalloy France, et qui répare ces pièces pour Pratt & Whitney. Donc voilà une coupe de la pièce. Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a rechargé, on a reconstruit, c'est pas du rechargement, là, on a reconstruit sur chacune des lèvres ici, on est venu rapporter de la matière de façon à pouvoir usiner et amener la pièce au cote nominal après réparation. Donc voilà la pièce après réparation, avant usinage. Là, c'est une coupe où on voit ces espèces de champignons. Là. Je suis content de montrer cette pièce-là parce que c'est la première où on a obtenu un bon résultat. Et ça date de 2009. Voilà. Et c'est rentré en production chez nous d'abord. On a fait une pré-série, enfin des pré-séries, puisqu'on a validé industriellement plusieurs pièces. On a qualifié en fait 6 références en tout. On a commencé à les produire, on va dire, en réparation, pièces montées sur avion en 2010. Et en 2016, la société Chromalloy France a acheté 2 machines. Et maintenant, tout a été transféré chez Chromalloy. Et aujourd'hui, ils réparent ce genre de pièces, on va dire, avec des moyens industriels. Donc là où vous avez une petite vidéo qui vous montre l'intérieur de la machine en cours de réparation. Et là, je suis content de pouvoir vous montrer cette pièce-là. Je n'ai pas trop le droit d'en parler, j'ai le droit de la montrer. On a eu le droit de la montrer. C'est une pièce qui fait 450 mm de diamètre. Et sur cette pièce, en réparation, on en a pour entre 22 et 28 heures. Voilà. Et c'est une pièce
qui vaut, je crois, dans les 150 000 $. Donc un très très gros intérêt évidemment pour les compagnies aériennes de réparer ce genre de pièces de moteur. Bien. Deuxième type d'application pour notre technologie, la partie rajouter des fonctions sur des pièces déjà existantes. Donc là, vous avez déjà vu cette pièce, Christophe vous l'a montré tout à l'heure, on avait travaillé d'ailleurs pour eux. Donc on est parti d'un axe, on a rajouté 2 pales par-dessus. Là on part d'un anneau qui est déjà usiné, tourné, on vient rajouter juste un petit pion à un endroit qui doit être repris, qui doit être réusiné évidemment par la suite. Donc on va faire des choses relativement grosses, mais on peut faire également du tout petit. Là c'est un diamètre 25 en inox, et on est venu rajouter des petits points par-dessus. Donc là, un petit point, on se déplace, on fait un temps de tir relativement court, quelques dixièmes de seconde, ce qui permet de fondre un peu de poudre. Et vous voyez aussi la reproductibilité du procédé sur tous ces petits points. Voilà. Et on part en fait sur une pièce déjà existante, et c'est ça qui est intéressant. On ne va pas modifier géométriquement cette pièce, mais on va pouvoir lui rapporter, l'anoblir quelque part, lui apporter des nouvelles fonctions. Troisième cas d'application, la fabrication de pièces fonctionnelles. Donc vous la verrez tout à l'heure, cette pièce, elle sort d'un projet qui s'appelle Falafel, et qui nous a permis donc de marier notre technologie avec la technologie SLM. Donc la partie basse a été faite en SLM. Là, vous voyez la pièce montée sur la machine. Et nous, on a démarré sur la pièce SLM et on est venu construire la partie tube, les fixations, etc. C'est en accéléré, hein, bien sûr. Voilà. C'est très intéressant parce que finalement on arrive à construire une pièce vraiment très très proche des codes réels avec peu de reprises derrière en 3h46, 2h46 pour le tube et 1h pour les fixations et les prises de pression, et avec 520 grammes de matière. Là c'est un inconel, un base nickel qui a été déposé pour construire cette pièce. Donc ça c'est un premier exemple. Deuxième exemple qu'on a traité l'année dernière pour Airbus Defence and Space à Toulouse. C'est une pièce de satellite. C'est la pièce qui est montée ici et qui permet en fait de fixer un support d'instruments ou de panneaux solaires au-dessus sur le satellite. Donc la pièce est là. Et sur cette pièce que l'on voit là, en fait, ils viennent plutôt coller une structure composite. Alors cette pièce, elle est fixée avec des boulons ici, qui passent dans les espèces d'encoches. Et alors nous, première chose que l'on a fait avec les gens d'Airbus, donc là il y a une collaboration directe, et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, il est toujours un peu illusoire de vouloir refaire ce qu'on sait très bien faire par les procédés conventionnels. L'intérêt, c'est de pouvoir apporter quelque chose en plus avec ces procédés de fabrication additive. Et là, dans ce cas-là, eh bien, premièrement, on a retiré la partie raidisseur, l'espèce d'anneau qui était au centre. On n'en a pas besoin avec notre procédé, parce qu'on peut donner en fait à cette pièce une rigidité suffisante en jouant sur sa forme. Et deuxièmement, on a remplacé également toutes ces encoches-là, toutes ces ouvertures, par des formes comme ça qu'on a appelées des alcôves, qui permettent en fait d'avoir une continuité de matière depuis la plaque de base. Et on a modifié également le système d'accroche d'éléments sur le côté. Tout ça, ça a été calculé en éléments finis pour être sûr que la pièce a les mêmes caractéristiques que la pièce d'origine. La pièce a été construite. Donc là, vous avez la pièce en cours de construction. Alors, on en a construit plusieurs. La dernière qu'on a construite était quasiment bonne, mais déformée. Et malheureusement, il n'y a plus de budget dans le cadre de l'étude. Donc, on n'a pas été plus loin. On n'a pas pu faire une pièce 100% bonne. Mais on s'est vraiment très, très rapproché de la pièce correcte. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment un exemple aussi très intéressant, surtout de collaboration entre nous et puis le bureau d'études de chez Airbus, de façon à pouvoir adapter la pièce, de faire un redesign qui permet d'exploiter complètement les avantages de la technologie. Et je terminerai par tout ce qui est fabrication d'ébauche. Donc ça, c'est le quatrième type d'application.
Alors, je vais passer sur celui-là parce que je pense que Vincent va le présenter après. Je suis désolé. On a travaillé dans le cadre d'un projet européen qui s'appelait Amaze sur deux types de pièces. Donc, cette pièce que vous voyez là, qui est en fait une structure qui fait 1,10 m de long. Et voilà donc la pièce réalisée en titane, alliage de titane. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a validé sur des sous-éléments. Ça a été coupé. On a fait plein d'éprouvettes. Tout ça, ça a été cassé pour vérifier à la fois la résistance à la traction, la fatigue, etc., la métallurgie. Donc voilà cette pièce qui fait 14 kg, en fait 14 kg de matière déposée, 1,10 m de long, que vous verrez tout à l'heure, bon, qui est déformée. Hein. On s'attendait de toute façon à cette déformation et qui normalement devrait être redressée. Pour construire cette pièce, 33 heures. Voilà. Donc imaginez, soit on part d'un bloc de titane qu'on va mettre très longtemps à récupérer, et ensuite on fait du copeau pour finalement récupérer très peu de matière à la fin. Ou alors, on part d'une plaque qu'on peut approvisionner facilement et on vient rajouter la partie qui nous intéresse par-dessus. Deuxième chose aussi, mais là, ça a déjà été présenté juste avant, ce cylindre. On est parti d'un petit cylindre qui faisait 17 kg pour vérifier certaines stratégies de construction, toujours dans le cadre du même projet. On en a fait un de 55 kg avant de terminer par un cylindre de 71 kg que vous voyez là, et qui est donc au Cottrell, évidemment, avec des surépaisseurs. Vous verrez la pièce également tout à l'heure. C'est intéressant aussi, hein, 155 heures. Ça peut paraître beaucoup, enfin pour nous ça paraissait beaucoup, parce qu'on n'est pas forcément toujours organisé pour travailler en 3/8 sur une pièce comme ça. Mais 71 kg de matière, 155 heures, on va dire, c'est 2 semaines ou moins de 2 semaines de travail, au lieu de 6 mois ou 1 an pour récupérer un brut permettant aux gens du spatial de fabriquer la pièce finale, d'usiner la pièce finale à la fin. Voilà. Et alors, un point qui a été abordé très légèrement tout à l'heure, c'est la partie modélisation. Ça, c'est un point qui est très important aussi, parce qu'à partir du moment où on fait des grandes pièces, on va avoir des distorsions, des déformations importantes. Donc, on a besoin de savoir à l'avance comment la pièce, elle va bouger. Donc on travaille beaucoup actuellement dans ce domaine-là, notamment avec un logiciel qui s'appelle Virfag, d'une société belge qui s'appelle Geonix. Voilà par exemple la structure que vous avez vue tout à l'heure, qui a été modélisée, on a simulé, en fait, là on est sur les contraintes résiduelles à l'intérieur, donc forcément, évidemment, ça tire beaucoup à ces endroits-là, par exemple, mais on est capable, pour l'instant, d'avoir une idée des déplacements de la pièce, donc des déformations de la pièce. Et voilà. Les travaux avancent bien, avancent dans le bon sens, et on espère être capable d'être beaucoup plus précis dans les mois qui viennent. Voilà, bon, j'en ai terminé avec ma présentation. Je voulais vraiment faire un focus sur ces cas d'application et sur certains des travaux que l'on mène au niveau de la R&D au sein d'IREPA Laser. Voilà, et je vais laisser la parole à Vincent. Je pense qu'on fera une session questions à la fin. Ouais. Merci Didier. Alors on va essayer de trouver la mienne. Elle est là. Super. Mais je pense que je vais refaire comme avant. J'en profitais pour me présenter. Donc, je suis Vincent Gillet. Je suis le nouveau directeur général de BIM. Je dis nouveau parce que je suis arrivé il y a moins de 2 mois. Donc j'espère que vous serez, disons, tolérant vis-à-vis de ma connaissance du procédé. Et je voulais d'ailleurs vous témoigner aussi un petit peu de ce que j'ai retenu après quelques semaines passées dans le domaine de l'additive manufacturing, à travers quelques exemples que j'ai trouvé vraiment intéressants, que je voulais partager avec vous, avant de parler un petit peu plus de l'offre de machines que l'on avait maintenant à travers BIM et donc le développement qui a pu être mené avec l'IREPA depuis plusieurs années. Alors, la technologie du DED dans le monde de la fabrication additive, c'est un petit point. Hein, il y a beaucoup d'autres technologies et je pense, en tout cas c'est une de mes premières conclusions, c'est à travers l'hybridation de ces technologies qu'on arrivera à demain se développer bien et à optimiser vraiment ce qu'elles peuvent apporter.
Donc, dans le domaine de la technologie, je ne vais pas rentrer dans le détail, à la fois Jean-Paul et Didier l'ont fait. Ce qui me paraissait important de préciser, donc ça c'est une slide que j'ai copiée, je dirais, en électrique la semaine dernière, où j'étais dans leur centre de fabrication additive, qui montre ce que peut apporter la fabrication additive pour une entreprise. Je trouve intéressant parce que non seulement on va bien sûr simplifier le design et la conception d'une pièce, mais c'est toute la chaîne finalement de production, la chaîne de conception qui va être changée jusqu'à la réparation. Donc là par exemple c'est une pièce un support de turbine, avec une simplification énorme du nombre de pièces, avec un nombre d'ingénieurs qui vont concevoir qui va être beaucoup plus faible, avec un flux digital de la conception à la fabrication pour arriver à une pièce unique, et à ensuite avoir un seul composant à réparer à la place d'une multitude de composants. On était avec Didier chez Ariane Espace vendredi, et on a rencontré donc l'équipe d'Ariane Espace, d'Ariane Group, pardon, qui travaille sur la fabrication additive. Et ils nous ont bien insisté sur l'importance du design. Donc, les machines, les procédés, etc., tout ça finalement ne tient que si, à l'origine, il y a un design pertinent. Et pour ça, eux avaient caractérisé 4 étapes de développement. La première étant tout simplement le remplacement d'une pièce isogéométrie, donc on va simplement gagner en termes de coût de production. Deuxième étape, si on simplifie le process, on va gagner du poids, on va simplifier la gamme, on va réduire les coûts. Et puis ensuite, on peut rentrer en troisième étape dans une technologie de rupture. On va changer la topologie de la pièce, on va introduire des nouveaux matériaux, les gradients de matériaux que Didier évoquait. On va faire du biomimique, c'est-à-dire qu'on va imiter la nature dans ce qu'elle a de plus pertinent, puisqu'elle a développé des formes pour répondre vraiment aux besoins de chaque contrainte, avant de faire finalement, in fine, une rupture totale d'architecture, de conception, et pour arriver à une reconception complète de la fonction. L'exemple le plus connu, bien sûr, qui a contribué à faire connaître et à lancer la technologie de fabrication additive, c'est l'injecteur du moteur LEAP de GE Aviation, qui va être produit à 35 à 40 000 unités par an. Pour l'instant, il y a à peu près 14 000 pièces faites en fabrication additive qui volent. Et l'idée, comme cette pièce le montre, c'est de remplacer 20 pièces par une seule, en gagnant 25% de consommation, donc avec un succès extraordinaire. Maintenant, avec aussi 3 ans au minimum pour certifier la pièce. Donc une démarche longue, mais qui est intéressante et qui repose sur le design. Donc c'est bien d'avoir des machines, je suis là pour en parler, puisque mon premier job maintenant c'est de vendre des machines et de proposer les machines qui sont à utiliser, mais à l'origine, il faut que ça intègre la conception, il faut que ça intègre le design. Donc BIM, rapidement, c'est une start-up qui a été initiée par l'IREPA il y a quelques années, avec maintenant un site à Strasbourg, un site à Cincinnati, aux États-Unis, et avec un focus très clair sur le DED, et quelques particularités. On propose des machines avec un inertage complet, et on propose un vrai 5-axes qui nous paraît important pour arriver à une précision de production et surtout à pouvoir faire les pièces dont on a besoin. Je ne vais pas rentrer dans le détail des matériaux, ça Didier en a parlé, des qualités, des problèmes de poudre, je crois que c'est des sujets qui ont été évoqués largement, propriétés atteintes. Les applications ont été présentées par Didier. Bon, donc, je passe rapidement sur ces points-là. Il faut donc non seulement penser à un design différent, mais même à ISO design, il faut réfléchir à une gamme différente. Alors, ça, c'est une pièce qu'on a faite récemment. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Bon, une petite vidéo. Voilà. Donc là, ça illustre bien le fait que notre technologie particulière par rapport au lit de poudre, elle permet de faire des formes complexes, des parois minces, et elle associe donc la fusion de poudre et l'ajout de matière à un déplacement en vrai 5-axes qui permet de monter des volumes et de créer des reliefs. Là, c'est une copie d'un exhaust nozzle d'un moteur GE qui nous a servi un petit peu de test pour discuter avec eux.
Après, bon, les applications dont a parlé Didier Jean-Paul, celle-ci est intéressante parce qu'elle montre que sur une technologie simple d'ajout de fonctions, donc là on ne va pas vraiment faire une pièce complètement, on va simplement combiner des technologies d'usinage classique avec des technologies DED, on va faire des gains importants. Ici c'est une pièce compliquée, hein, avec un point important, beaucoup d'usinage, beaucoup de soudage, un bloc de 100 kg au départ, et on perd 75% de la masse en copeaux. Bon, si on fait une approche hybride avec un bloc de fonderie et des applications DED, on va gagner à peu près 50% de matériaux par rapport à la solution traditionnelle. Donc des gains importants. Encore une fois, là, simplement à ISO design, c'est-à-dire qu'on n'a pas tiré vraiment parti encore des possibilités du procédé pour gagner autre chose que de la matière et un coût économique. Ça, c'est une pièce qui a été montrée. Oui. Alors écoutez, le temps il est facile à calculer puisqu'on sait qu'on peut déposer à peu près 120 cm3 par minute, et en poids on dépose à peu près en grammage, alors avec la grosse buse, 500 grammes disons par heure. 500 grammes par heure. Donc la pièce qui est là, on a ajouté 4 kilos, donc en 8 heures, elle devrait être faite. Voilà, à peu près. Vas-y. Il faut considérer le temps de réapprovisionnement total du lingot et ce que ça peut avoir comme impact sur le délai global pour le client. En réapprovisionnant un lingot qui est plus petit et disponible sur le marché, vous allez avoir peut-être un réapprovisionnement de quelques semaines, plutôt de plusieurs mois, 3 ou 4 mois. On a estimé les opérations à peu près à 2-3 semaines pour faire à la fois l'opération DED mais aussi le post-traitement. Et un approvisionnement qui est réduit par rapport à un délai normal, donc le gain peut être de 2 mois, 3 mois, voire plus, en fonction du rapprovisionnement possible. Alors le coût matière, on peut dire que la poudre, on varie entre 150 à 250 € le kilo, en fonction des matériaux et leur exotisme. Donc cette pièce-là a été montrée. Celle-ci, c'est un ajout de bossage sur une chambre de combustion avant usinage, pour donc permettre d'avoir une forme plus simple au départ. On en a parlé des réparations de joints à l'œuvre. Une réparation d'une petite aube. L'approche qu'on a dans BIM, c'est de vraiment de dire que c'est un environnement collaboratif qui doit mêler à la fois des laboratoires qui vont nous aider à concevoir les pièces. Je pense que l'IREPA est à la base du projet et est un de nos partenaires clés. Des industriels avec lesquels on développe des pièces, des bureaux d'études avec lesquels on va les concevoir. Et finalement, notre approche, en tout cas dans les dernières années, a été de privilégier en premier lieu les laboratoires, les écoles, les instituts de recherche, pour avoir localement des partenaires permettant à des groupements d'industriels ensuite de progresser. Dans la région Grand Est, on a avec l'IREPA notre support principal, et à travers lui et les projets qu'on a avec Jean-Paul et Didier, on espère bien maintenant dépasser ce stade de développement et aller à un stade industriel. Pour ça, on a une gamme de machines qui commence à se structurer avec 2 machines principales qui sont disponibles. La Modulo, qui a une taille de cavité de 600 par 400 par 400, qui va être lancée officiellement au prochain salon Formnext. Et on vous invite d'ailleurs sur le stand que nous aurons là-bas à bien nous rendre visite. Et une machine qui existe depuis quelques temps, qui est la Magic, qui a une cavité d'1,20 m par 800 par 800, qui a bénéficié d'upgrades et d'améliorations dans les derniers mois.
Et puis on a une nouvelle machine dont on aura un prototype en janvier, qui sera d'une machine de plus petite taille, tout en gardant les mêmes composants et les mêmes technologies, pour permettre à des acteurs de taille plus petite ou qui souhaitent commencer à rentrer en phase de connaissance, disons, du domaine, de rentrer eux-mêmes sur ce marché-là. Voilà, donc je pense qu'on peut passer peut-être à une séance collective de questions-réponses. Alors, les machines sont disposent tous d'un inertage, c'est-à-dire qu'on peut, en fonction des matériaux traités, faire le vide à l'intérieur de la cavité, qui est étanche, le remplir d'argon ou autre gaz, et donc travailler à l'intérieur de la machine dans une atmosphère contrôlée. Donc il n'y a pas besoin, si vous voulez, d'envelopper la machine dans un autre environnement. C'est-à-dire en extérieur, vous voulez dire sans cavité alors, il y a des projets de développement de travail en dehors d'une atmosphère contrôlée, mais tout dépend des matériaux qu'on veut traiter. Si, quand on n'inerte pas la machine, on travaille en atmosphère normale. Simplement, comme on travaille avec des poudres qui ont, si vous voulez, des caractéristiques HSE, hein, on a des normes à respecter en termes de diffusion des poudres qui font que de toute façon, on ne peut pas travailler en atmosphère, si vous voulez, non fermée. On peut travailler dans de l'air, mais il faut que l'atmosphère soit contrôlée, parce qu'il y a des opérateurs qui doivent être protégés, et on ne peut pas travailler disons, à carter ouvert. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Est-ce que dans ce cas, on peut acheter une buse, mais sans la machine? Non. Non. C'est un ensemble de fonctions qu'on a intégrées. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que la machine BIM, finalement, c'est un ensemble de technologies. C'est une CNC avec un laser, avec des contrôles dedans. C'est un ensemble qui fait le procédé. Hein. Vas-y, si tu me permets. Oui, pour vous poser la question pertinente d'ailleurs d'acheter la buse seul pour faire vos expériences ou mettre en œuvre le process. Alors nous, notre expérience, elle est simple. On est allé jusqu'à la fabrication d'un prototype. Donc on a intégré la buse dans la machine en développant un certain nombre de, on va dire, d'outils connexes permettant de piloter en allant jusqu'aux 5 axes. Et quand la société a été créée, derrière, il a fallu l'industrialiser. Et là, je peux vous dire ce qu'on nous a dit, nous a pas fait forcément plaisir. C'est en gros, on nous a dit que notre machine n'était pas industrielle. Alors c'était un peu exagéré, je vous le concède, mais il est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde le chemin qui a été parcouru par BIM et ce que nous avons transféré en 2012, fin 2012, début 2013, c'est vraiment le jour et la nuit en termes de machine. Donc oui, prendre une buse, pourquoi pas, l'intégrer vous-même, pourquoi pas, mais vous n'arriverez jamais à ce niveau de finition qui a été le fruit quand même de presque 5 ans, plus de 5 ans de travail. Vous êtes ? Ah, après, je vois votre question. Alors, oui, alors vous parlez de pièces de grande dimension. Alors, ok, c'est ce que... Oui. Ouais. Alors, je vois votre question. Donc, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai abordé très rapidement cette notion de plateforme qui s'appelle Alsace 3D et qui ira vers la fabrication de pièces de grande dimension. Et à ce moment-là, on sortira du cadre de ce type de machine parce que dès lors que vous travaillez sur des pièces qui font 3 mètres de dimension, voire plus, vous ne pouvez pas. Enfin, matériellement, c'est toujours possible, mais après, les coûts sont complètement exorbitants et on a quelque chose qui ne tient pas la route. Donc l'idée, c'est de prendre des robots sur lesquels on va travailler et de confiner l'atmosphère très localement. Donc là, on a du boulot, je ne vous cache pas. Si jamais on veut travailler des pièces de charpente en titane, des pièces de structure en titane, eh ben là, on a un énorme travail d'optimisation pour la partie process et pouvoir travailler dans les mêmes conditions que ce que nous avons avec la machine BIM aujourd'hui.
Et c'est pour le coup un gros projet qui devrait être engagé à partir de 2018 pour une durée de 3 à 4 ans. Donc en intégrant plusieurs robots, du fil laser, de la poudre, et en associant tous ces procédés pour justement répondre à la question que vous venez de poser. L'aluminium, quand? Je te laisse répondre. Didier avait une bonne réponse. Il a une bonne réponse. Merci. L'aluminium, malheureusement, pour l'instant, ça ne fonctionne pas avec notre procédé. Je ne sais pas si on sera capable vraiment de le faire un jour. Pour l'instant, on a énormément de choses à faire, à développer, donc c'est pour ça qu'on a mis l'aluminium un petit peu de côté. Mais je pense qu'il faudrait vraiment repartir presque d'une feuille blanche si on veut le faire avec de la poudre. Il y a vraiment beaucoup de soucis qui sont très limitants pour mettre en œuvre l'aluminium avec notre procédé. Voilà. Donc, et c'est plus le domaine du fil. Ça marche très bien en fil pour des matériaux ayant une soudabilité métallurgique bonne. Voilà. Donc ça veut dire aussi qu'on ne fera pas n'importe quel matériau aluminium. Aujourd'hui, les matériaux aluminium qui marchent sont des matériaux qui, comme l'a dit tout à l'heure Christophe, sont des matériaux qui ne sont pas des matériaux à durcissement structural à l'intérieur. Ce sont des matériaux qui sont soudables. Donc c'est du 4000, de série 4000, aluminium, silicium, éventuellement quelques 5000, quelques 6000, certains. Et ensuite, ceux qui s'y intéressent vraiment, on va dire, certaines industries, je parle aéronautique et spatiale, 2000, 7000, ceux-là pour l'instant ils ne sont pas soudables et ils ne sont pas applicables avec les technologies de fabrication additive. Compléter cette réponse en fruitage, c'est très compliqué. C'est pas non plus la bonne. Pas de bol. Il y a une question sur les aciers au carbone plus classiques. Il y a une certaine forme de limitation également. Voilà, c'est ça. Il va y avoir des limitations. Les matériaux qui sont soudables d'un point de vue métallurgique on pourra les mettre en œuvre. Par contre, les matériaux, donc des aciers au carbone avec un coefficient carbone, un potentiel carbone relativement élevé, eux, on aura beaucoup de mal à les mettre en œuvre. Ou alors, éventuellement, ceux moyennement alliés avec un potentiel carbone relativement bas, aux alentours de 0,4, eux, on pourra peut-être les mettre en œuvre avec un préchauffage. Mais ensuite, des matériaux avec des potentiels carbone trop élevés, un carbone équivalent trop élevé, on ne pourra pas du tout les mettre en œuvre. On sait que ce sont des matériaux qui vont fissurer, qui vont... Voilà. On est vraiment limité, hein. Il y a l'aspect métallurgique, hein. Il y a l'aspect process, bien sûr, qui est toujours très important, mais l'aspect métallurgique, lui, est vraiment prépondérant. On ne pourra mettre en œuvre que des matériaux qui ont une bonne soudabilité métallurgique. On va pouvoir. Encore une? On voit plusieurs constructeurs de machines-outils allemands ou asiatiques qui ont intégré le CLAD dans des machines hybrides. Est-ce qu'ils ont travaillé avec vous? Vous avez un recul sur ces machines-là? Est-ce que c'est viable selon vous d'intégrer le CLAD dans une machine-outil qui n'a pas les mêmes contraintes, qui n'a pas le même dimensionnement? Je sais pas, je compléterai. En termes de process, on a une approche, une vision disons, différente des choses parce qu'on pense que d'une part les machines qu'on vend sont assez chères et précises et techniques et qu'il vaut mieux utiliser leur temps pour faire un process et ensuite sortir la pièce et l'usiner sur une machine plus traditionnelle. Ensuite, très souvent, ces pièces-là, avant d'être usinées, doivent subir un traitement thermique. Et donc, ça paraît difficile de faire le traitement thermique dans la machine. Et donc, notre approche consiste plutôt à dire, faisons bien avec une machine ce qu'on peut faire et limitons son application à ce procédé-là. Et puis, on ne peut pas non plus usiner à sec, vous voyez, dans un environnement avec des poudres. Enfin, c'est compliqué.
je vais compléter. On estime, nous, aujourd'hui, que ces machines représentent plus une niche d'application. Quels sont les matériaux aujourd'hui qui ne nécessitent pas un traitement thermique derrière, ou au moins un détentionnement et tout? Il n'y en a pas beaucoup. Dans l'aéronautique, dans les pièces de moteur, tout ce qui est base nickel, il y a l'Inconel 625. Voilà. L'Inco 625, lui, on peut le faire parce qu'on peut éventuellement se passer d'un traitement thermique derrière. Sinon, les autres matériaux, non. Donc ça c'est un premier point. Un deuxième point aussi, et ça m'a été relaté la semaine dernière, et vraiment c'est un point intéressant que je ne connaissais pas, c'est le fait que quand vous fabriquez une pièce, la pièce elle va être à une certaine température. Et à un moment, vous allez vous arrêter pour l'usiner. Par exemple, vous faites un cône, vous voulez usiner aussi l'intérieur, donc vous arrêtez pour vous usiner. Et pendant l'usinage, la pièce va se refroidir. Et en se refroidissant, elle va bouger, forcément. Et ensuite, quand vous allez recommencer à construire par-dessus, la pièce aura bougé et vous risquez de taper un peu à côté. Et ensuite, l'usinage que vous allez faire un peu plus loin, eh bien pareil, on va être encore dans les choux, tout simplement parce qu'à chaque fois, la pièce bouge et donc on perd certaines références. Et c'est vraiment un problème très 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 difficile à contourner parce qu'on est obligé de toute façon d'avoir ce refroidissement pendant la phase d'usinage. Donc c'est une machine super intéressante. D'ailleurs, il y a plein de constructeurs qui se sont lancés dans le domaine, hein, Mazak, Amada, DMG évidemment, et encore plein d'autres. Mais c'est vraiment, ça répond à un besoin, à une niche finalement. Et c'est pas une technologie, à mon avis, qui va vraiment faire énormément de petits. Enfin, aujourd'hui, c'est pas une technologie qui est complètement concurrente à celle de BIM. Donc voilà, cette partie des exposés est donc terminée. Il me reste à remercier tous les intervenants de cet après-midi. Et donc, on a vu pas mal d'images, on a vu des films, mais je crois que peut-être c'est bien de le voir en vrai, hein, puisque l'IREPA nous a préparé des démos. Donc, il suffit pour aller à l'IREPA de reprendre le chemin inverse. Et donc, il y a à la fois visite libre et puis un petit cocktail qui vous attend en même temps. Et dernier petit mot, avant de vous lâcher, si c'est possible, on aimerait bien récupérer les questionnaires de satisfaction avant que vous alliez de l'autre côté. Voilà, une bonne soirée, une bonne visite. Merci.